Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, au Chili, après des décennies d'interdiction totale, l'avortement est sur le point d'être légalisé partiellement en cas de viol, de malformation fétale et de risque pour la santé de la mère. Les mariages forcés, un fléau qui concerne des pays d'Asie, d'Afrique, mais pas seulement au Royaume-Uni. Ils se comptent par centaines. Comment est-ce possible? Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Explication d'Ingrid Terwatt de Courrier International. Et enfin, en Birmanie, Aung San Suu Kyi, interdite de présidence, prendra la tête de la diplomatie, mais devrait être nommée aussi ministre de l'énergie et de l'éducation. Dans le nouveau Parlement où elle dispose d'une majorité, sont arrivés de nombreux élus, portraits de ces femmes politiques. Mais pour commencer, découvrons ce qui se passe sur la planète actuelle, en bref et en images avec Nadia Makloufi. 17 mars 2016, journée historique au Chili. La Chambre des députés vient d'autoriser l'avortement thérapeutique, totalement inédit depuis la dictature de Pinochet. Mais l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être autorisée que dans 3 cas bien précis. Une grossesse dangereuse pour la santé de la mère, si le fœtus présente une malformation, et enfin si la grossesse est due à un viol. Une avancée majeure dans ce pays conservateur, où la population reste très divisée sur la question. Bien plus que l'avortement, il est question du choix des femmes, qu'elles puissent être libres de disposer de leur corps et décider de leur sexualité. Je suis totalement contre, je crois que c'est Dieu qui donne la vie et nous devons protéger ça. C'est précieux, il faut surtout protéger la vie de ces êtres innocents qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Le projet de loi doit encore être soumis au vote au Sénat. À 16 ans, Zuhura est devenue un symbole et l'assume avec courage. Victime d'un viol collectif dans son pays, elle a osé briser le silence. Arrivée en France il y a une semaine, elle veut y mener son combat jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas que moi, je ne suis pas la seule victime. Il y a d'autres femmes qui ont été violées, des filles que je connaisse. Et ils sont restés anonymes, ils n'ont rien dit. Le 8 février dernier, alors qu'elle est en chemin pour le lycée, 5 hommes l'embarquent de force dans leur véhicule. Elle ne le saura que plus tard, mais ses agresseurs ne sont autres que des fils de généraux et de ministres tchadiens. Son histoire a bouleversé le pays, des manifestations se sont étendues un peu partout. Un mouvement de contestation qui poussera finalement les autorités à arrêter les violeurs présumés. Ses cheveux courts, son teint clair et ses yeux bleus lui ont valu le surnom de Jeanne d'Arc ukrainienne. À 34 ans, Nadia Savchenko risque de passer les 2 prochaines décennies en prison. Détenue en Russie, elle a été reconnue coupable de complicité dans le meurtre de 2 journalistes russes. Les faits remontent à juin 2014. La pilote d'hélicoptère rejoint volontairement un bataillon qui combat les insurgés pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Pour la cour, c'est à ce moment-là qu'elle donne la position exacte des 2 journalistes tués par un tir de mortier. Si Nadia Savchenko a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, Kiev dénonce un procès politique. Les mariages forcés, on connaissait cette coutume néfaste dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, mais d'après certaines ONG, le Royaume-Uni aussi est concerné. Ingrid Terwatt, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Et dans Courrier International, on peut lire un article intitulé « Pourquoi les autorités britanniques ferment les yeux sur les mariages forcés ». On parle de centaines de cas concernant notamment des jeunes filles. Quelle est exactement l'ampleur de ce phénomène ? C'est un phénomène qui est très difficile en fait à mesurer précisément parce que beaucoup de victimes ne se plaignent pas, ne contactent pas les autorités pour des raisons assez simples, les contraintes physiques et puis sociales, parce que dans leur famille ça ne se fait pas, parce que c'est toujours difficile de dénoncer ses parents. Pour autant, on a dénombré, et ça c'est les chiffres officiels donnés par le Royaume-Uni et relayés dans l'article du Sunday Times que publie Courrier International. Pour autant donc, on a un chiffre qui est alarmant, qui est de 1276 cas de mariage forcé pour 2014. C'est d'autant plus alarmant qu'on observe une progression de plus de 30% d'une année sur l'autre. Donc il est effectivement assez urgent d'agir. Il est urgent d'agir, en même temps c'est un phénomène effectivement qui est croissant. Il y a même eu une loi qui a été votée en 2014, ça veut dire que tout d'un coup les autorités britanniques ont vu qu'il y avait ce phénomène. C'est quoi exactement cette loi ? Elle interdit le mariage forcé. En même temps, c'est surprenant de se dire voter une loi contre le mariage forcé, tellement ça paraît évident. Oui, ça paraît évident. En même temps, en France, c'est 2013. Donc, on ne va pas non plus jeter la pierre trop au Royaume-Uni. Le titre du Sunday Times, et qu'on a repris justement,
il faut le prendre avec des pincettes, parce qu'on dit que le Royaume-Uni ferme les yeux. Ce n'est pas tout à fait le cas. Avec cette loi, le mariage forcé était puni bien sûr avant. Maintenant, il est assorti de peine de prison pour la famille, les parents, les gens qui forcent, allant jusqu'à 5 ans. En France, c'est 3 ans et 45 000 € d'amende. Donc bon, voilà la situation. Et pourquoi c'est difficile de faire quelque chose? Aussi parce que dans le cadre du Royaume-Uni, où on a une politique multiculturaliste, on tolère les communautés, les différentes communautés sont même des interlocuteurs de l'État, donc l'État ne veut pas trop s'immiscer dans les affaires sociales des différentes communautés. Et ça touche les grandes communautés étrangères ou d'origine étrangère au Royaume-Uni. Alors, quand vous parlez de communauté, dans l'article, on parle notamment des familles d'origine pakistanaise, du Bangladesh, d'Afghanistan. C'est les communautés les plus concernées? C'est l'Asie du Sud. C'est le Pakistan, c'est à peu près 43% des cas. L'Inde aussi, qui n'est pas mentionnée, mais qui doit l'être. Le Bangladesh, l'Afghanistan. Ce sont les grosses communautés étrangères présentes en Grande-Bretagne pour des raisons historiques. Et dans leur région d'origine, leur pays d'origine, la pratique du mariage forcé, comme du mariage arrangé, qui n'est pas la même chose, ces pratiques sont usuelles. Et donc, voyagent avec l'immigration. Alors, ce sont des ONG qui dénoncent ce phénomène. Elles les détectent éventuellement à l'école. En même temps, elles ont l'air de dire que l'école ne fait pas son travail. Comment on détecte finalement ces mariages forcés? Parce que vous faites la distinction mariage forcé, mariage arrangé. C'est quoi cette distinction finalement? C'est très compliqué parce que la frontière est très glissante entre les deux. Mais il y a plusieurs points qui sont alarmants. Le premier, évidemment, est quand cela concerne des mineurs, quand il s'agit d'enfants. Dans l'article, on dit que le cas le plus jeune, c'était une fillette de 6 ans. Voilà, tout à fait. Et à peu près un quart des cas de mariage forcé concernent des mineurs, des enfants qui sont à l'école. Donc ça, c'est totalement alarmant et il faut agir très vite. Et les écoles, souvent, le savent. Elles le savent quand il y a un enfant qui s'absente tout d'un coup parce qu'on a des suspicions, parce que ça se sait, on en parle souvent. Et en même temps, on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Justement, pour respecter cette culture cette politique plutôt multiculturaliste qui a tellement peur du racisme que finalement, on ne se mêle pas des affaires des différentes communautés. Est-ce que c'est débattu, ça, en ce moment, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent contre en dehors des ONG? Mais vous voyez, dans les médias, justement, des voix s'élèvent et en couvrant même ce phénomène, pour dire que c'est un gros problème. Le Sunday Times dénonce le gouvernement, et c'est plus large que le gouvernement, les écoles, et de façon générale, cette permissivité avec des groupes sociaux qui ne respectent pas la loi. Merci beaucoup Ingrid Terroir. Donc je rappelle que cet article pourquoi les autorités britanniques ferment les yeux sur les mariages forcés est à retrouver dans Courrier International. Merci beaucoup d'être avec nous dans Courrier International. D'ailleurs, cette semaine, on peut aussi découvrir un article consacré à Aung San Suu Kyi. À défaut de pouvoir accéder à la présidence en Birmanie, la dame de Rangoon va entrer au gouvernement et devrait être à la tête de 3 ministères. Dans son sillage, de plus en plus de Birmanes se lancent en politique et avec le nouveau Parlement, il n'y a jamais eu autant de femmes élues, même si elles demeurent largement minoritaires. Regardez. Ce bébé se prénomme Parlement. Sa mère a fait campagne pendant sa grossesse. L'enfant est né quelques jours seulement avant son élection. Wintwash, 30 ans, a mis de côté les traditions conservatrices. En Birmanie, les femmes doivent avoir des enfants après s'être mariées. Doit-on pour autant tout abandonner? Je ne peux pas accepter ça. Nous sommes tout à fait compétentes. Une nouvelle députée déterminée à porter la paix dans sa circonscription. Dans tous les conflits armés, des conflits d'hommes, ce sont les mères et les épouses qui sont prises dans les tirs, qui subissent les combats. C'est la raison pour laquelle la paix m'est si chère. Autre femme, même parti politique pro-démocratie. Cette écrivaine, un temps prisonnière, s'est battue pour rendre justice à son mari mort en détention. Aujourd'hui, elle est la seule femme membre d'une commission parlementaire pour le droit des citoyens. J'ai tout fait pour ne pas être mise à l'écart en tant que femme. Je leur ai dit que je savais travailler, que j'étais compétente. J'ai insisté sur ces points parce que je craignais d'être marginalisée parce que je suis une femme. Selon les ONG, la Birmanie affichait jusqu'ici le taux le plus faible de femmes députées de toute l'Asie.
Leur part a plus que doublé aux dernières élections. Aujourd'hui, 14,5% des sièges du Parlement sont détenus par des femmes, la plupart issues du parti de Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale démocratique. À croire qu'elles étaient nombreuses à rêver de marcher dans les pas de celle qu'on surnomme la Lady. Avant de nous quitter, un mot pour vous signaler le documentaire Little Go Girls d'Eliane Delatour, une plongée dans le quotidien de prostituées à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des jeunes femmes qui souvent ont dû fuir leur famille et aspirent à l'autonomie. Je vous propose d'en regarder un extrait. Elle provoque, dépasse les bornes. Mais elles souffrent de la surveillance qui en fait d'éternelles insignifiantes. Elles ne veulent plus vivre clandestinement dans la honte. Elles ont un fort désir de reprendre leur vie en main. Avec 10 d'entre elles, nous décidons de lancer un projet, la Casa des Go. Bijou, viens m'apporter ton t-shirt blanchard. Voilà pour Little Go Girls, il vous reste quelques jours pour aller le voir en salle en France avant une sortie VOD. Voilà, c'est la fin de ce programme. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.